Sous le cœur dévasté de Berlin, à plus de 6 mètres sous la surface, se dressait la dernière forteresse du Troisième Reich, le Führerbunker. Dans ces couloirs humides, Adolf Hitler dirigeait le collapse de son régime entre câbles, ampoules et cartes marquées par l'avance ennemie. La propagande le montrait entouré de marbre. La réalité le situait dans une chambre fermée, soutenue par un générateur diesel qui à peine maintenait la lumière. Le refuge ne fut pas dessiné pour une vie prolongée. Il faisait partie des sous-sols de la nouvelle chancellerie du Reich, projetée par Albert Speer en 1938 comme symbole du pouvoir nazi. Sous ses fondations existait un espace limité, excavé à 10 mètres de profondeur, avec mur d'1 mètre d'épaisseur, pensé seulement pour résister bombardements brefs. Quand les attaques aériennes britanniques s'intensifièrent, la structure fut renforcée. L'entreprise Hochtief excava un niveau additionnel sous la chancellerie et recouvrit le toit avec 5 mètres de béton, convertissant le refuge en une construction fermée, lourde et définitive. Qu'est-ce qui resta réellement caché sous ce lieu et combien de ce qui arriva là jamais ne fut enregistré? Une construction improvisée pour la fin. En 1943 déjà existaient 2 refuges connectés par un escalier de fer en spirale. Le supérieur, utilisé par le personnel administratif, et l'inférieur, réservé pour Hitler et son cercle plus proche. Le système de filtrage d'air, les générateurs et les dépôts d'eau se complétèrent précipitamment à la fin de 1944. L'œuvre resta sans terminer. Peinture, mobilier et tuyauterie étaient provisoires. L'ingénieur Johannes Henschel, chargé de la maintenance électrique, relatait que le bunker semblait un organisme vivant qui respirait avec difficulté. Il devait maintenir en fonctionnement pompes, lumière et ventilateurs avec une unique machine diesel de réserve. Quand manquait le combustible, il improvisait des tuyaux d'incendie comme conduits et réparait câbles avec isolant de gomme fondue. Les turbines de ventilation s'éteignaient durant les réunions par ordre du propre Hitler, qui disait se sentir étourdi avec le bruit. La température montait vite et l'air vicié laissait les officiels en suant. Le projet de la chancellerie était seulement une pièce de plus dans un vaste réseau de refuges souterrains que Hitler avait multiplié par toute l'Europe. Sa fascination pour la vie sous terre commença en 1940, quand il installa son quartier général à Felsenest, plus connu comme le Nid de Roche, une base de commandement excavée dans les montagnes de l'Eifel. Depuis là, il dirigea l'invasion de la France et des Pays-Bas, entouré de cartes et avec une radio qui jamais ne s'éteignait. À partir de ce moment, les postes de commandement souterrains se convertirent en son environnement habituel. Il passa par installations comme Tannenberg, Margival, Vinnitza, Roder et finalement la Wolfschanze, plus connue comme le repère du loup. Dans ce complexe, il vécut presque 3 ans sans lumière naturelle, protégé par murs de plusieurs mètres d'épaisseur et entouré par denses forêts de sapins. En 1944, quand la défaite déjà était inévitable, le régime continuait en investissant millions de marks dans nouvelles œuvres souterraines. L'un de ses plans fut le projet Ries, construit dans les montagnes de Silésie. L'idée était de créer usines d'armement et centres de commandement capables de résister n'importe quel bombardement. Cette œuvre consomma plus de ciment que toutes les habitations civiles levées en Allemagne durant cette année, mais jamais n'arriva à se compléter. À la fin, l'unique refuge qui réellement remplit sa fonction fut celui de Berlin. En janvier de 1945, quand l'armée rouge croisa l'Oder, Hitler retourna à la capitale. Les maréchaux Keitel et Jodl lui proposèrent de se transférer à Zossen, où était la centrale 500, un complexe de communication à 30 mètres de profondeur, équipé avec centaines de lignes téléphoniques. Lui se nia. Zossen lui semblait anonyme. Berlin, même en ruine, continuait en étant le symbole de son pouvoir. Il décida de diriger la défense depuis la chancellerie. Le problème était que ce refuge jamais ne fut pensé comme quartier d'opération. Une petite centrale Siemens, installée dans une chambre à côté des gardes, devait soutenir toutes les communications du Reich. L'opérateur principal, le sergent Rochus Mich, avait appris à utiliser tableau à Berchtesgaden et n'avait pas formation technique. Chaque bombardement coupait les lignes. Dans les dernières semaines, les officiels utilisèrent les téléphones pour demander si les Russes déjà étaient entrés dans leur quartier. Le système civil s'effondrait par zone. Mich arriva à se connecter avec une opératrice à Munich pour savoir si sa famille continuait vive. Fut son dernier appel avant que les lignes tombassent par complet. La radio non plus ne fonctionnait.
Un câble aérien improvisé comme antenne était renversé une et autre fois par les projectiles. Les nouvelles de l'extérieur arrivaient par une voie ironique. Les transmissions de la radio britannique, écoutées par le pilote Hans Bauer et résumées ensuite pour le cercle interne. Ainsi, ils s'informèrent des négociations secrètes de Himmler avec les Alliés. L'ambiance dans la chancellerie se change alors en un mélange de routine et claustrophobie. Le bunker sentait le combustible, le métal et les vêtements mouillés. Les bruits constants du générateur remplissèrent l'espace. Les officiels sortaient étourdis des réunions, et l'humidité faisait que les papiers se collassent entre eux. Le personnel apprit à distinguer le fracas des bombes par la vibration du sol. Henschel se rappelait une inspection de Speer au début de 1945, quand il lui demanda de réviser les filtres d'air cachés derrière arbustes de genièvre dans le jardin. Le simple geste de retirer une grille déchaîna suspicion. Dans cet environnement fermé et saturé de rumeurs, n'importe quel détail pouvait paraître un piège. Les visites s'enregistraient, les ordres devaient porter signature double, et même les ingénieurs étaient surveillés. Les plans de la structure montraient une disposition labyrinthique. Au niveau supérieur se situaient la cuisine, les réserves d'eau, les magasins et une petite infirmerie. Dans l'inférieur, le quartier de Hitler, avec 2 dortoirs, un bureau, une salle de réunion et bain protégés par portes hermétiques. Les pièces n'avaient pas de fenêtres. Les lampes fluorescentes créaient une lumière plane, sans ombre ni horloge. L'espace fut peint avec couleurs gris et ocre pour diminuer la sensation d'enfermement. Sur les parois s'installèrent crochets pour pendre uniformes et une petite bibliothèque avec volumes militaires et classiques allemands. Les meubles étaient austères, fabriqués avec bois de pin et métal léger. L'eau provenait de puits propres sous la Wilhelmstrasse, pompée par Henschel jour et nuit. La température moyenne était de 24 degrés et l'humidité dépassait les 70%. Rien dans ce lieu n'était pensé pour résister moi. À la mi-avril, les bombardements de l'artillerie soviétique déjà secouaient la surface. Chaque impact faisait trembler les murs et détachait poussière du toit. La ville au-dessus était un squelette de briques et fumées. Sous elle, le bunker continuait en fonctionnant comme une machine défectueuse, soutenue par un seul électricien et une chaîne d'ordre déjà sans propos. L'ironie finale était évidente pour tous. Après 12 quartiers levés par toute l'Europe, l'homme qui avait rêvé d'un empire de 1000 ans terminait enfermé dans le refuge plus petit de tous, pensé pour quelques dizaines de personnes. Le Reich s'était réduit à un labyrinthe souterrain sans sortie. Le Führerbunker, dernière construction du pouvoir allemand, était aussi sa tombe en vie et la métaphore d'un système qui s'était enterré lui-même. Hitler sous terre, la décision de ne pas retourner à la surface. Le 16 janvier de 1945, alors que des milliers d'avions alliés déchargeaient bombes sur Berlin, Adolf Hitler abandonna la surface pour s'installer dans le sous-sol de la chancellerie. Le transfert fut silencieux. Seulement un petit groupe d'assistants l'accompagna à travers le tunnel qui unissait la nouvelle chancellerie avec le jardin intérieur. Le leader descendit 15 mètres sous terre pour diriger ce qui restait de son empire depuis un refuge fermé hermétiquement par murs de béton de 2 mètres et un toit renforcé avec 16 pieds d'épaisseur. Là commença sa vie sans horizon. À partir de ce moment, la descente ne fut pas seulement physique, mais définitive en termes de routine et isolement. Les gardes ne comprirent pas la transcendance de ce mouvement. Le sergent Arndt transféra une mallette avec documents et effets personnels sans imaginer que son supérieur ne retournerait pas voir la lumière du jour. Depuis lors, toutes ces journées se développèrent sous lumière artificielle et air filtré. Le bruit constant des turbines de ventilation substitua le trafic de la ville. Durant les premiers mois, Hitler encore montait à la surface pour inspecter les salles de marbre de la chancellerie ou prendre thé avec ses secrétaires. Les bombardements l'obligeaient à maintenir ses apparitions brèves et sans cérémonie. En février et mars, il sortit 2 fois hors de Berlin, une réunion avec les leaders du parti et une autre visite au front de l'Oder. Furent ses derniers contacts directs avec la guerre extérieure. Après, il resta enfermé définitivement. Le 20 avril, il accomplit 56 ans. Dans le patio d'honneur de la chancellerie, il salua officiels et enfants soldats durant moins d'1 heure. Ce jour-là, les caméras le captèrent pour dernière fois à l'air libre. Il n'y eut pas célébration ni toast, seulement une cérémonie rigide sous une bruine grise. Peu après, il descendit de nouveau au refuge.
Depuis lors, ses uniques sorties étaient nocturnes pour promener sa chienne Blondie par le couloir d'urgence. Le personnel observait sa figure courbée, le pas lent et le regard sans focus. La lumière diurne lui blessait les yeux. Les gardes descendaient avec lui les 44 marches de béton qui séparaient la surface du niveau inférieur. L'atmosphère asphyxiante et l'air vicié faisaient qu'aucun ne résistait beaucoup de temps là en bas, pour lequel ils avaient l'habitude de le comparer avec un sous-marin immobile sans eau ni ciel. Pour Hitler, cependant, cela devint habituel. Son environnement se réduisit à un téléphone, une table de cartes et une petite radio qui parfois fonctionnait. Alors que d'autres cherchaient terre à la surface, lui demeurait sous terre, convaincu que le pouvoir seulement pouvait s'exercer depuis le centre du siège. À ceux qui le traitaient journellement, il leur résultait difficile de reconnaître l'homme d'années antérieures. La détérioration physique était évidente, visage jaunâtre, tremblements permanents et voix rauque. Son cheveu s'était retourné gris et le marché était incertain. Il dormait peu et se réveillait en sursaut. Pour supporter la rigidité des jambes, il appuyait un genou sur la table et maintenait l'autre élevé. Les secrétaires notaient que parfois il perdait le fil d'un ordre et ensuite le reprenait comme si rien n'était arrivé. Les médecins ne coïncidaient pas dans le diagnostic. Certains parlaient de Parkinson, d'autres accusaient Théodore Morel, son médecin personnel, de le maintenir en pied à base d'injections et stimulants. Les doses lui proportionnaient énergie temporaire et le laissaient épuisé après. Vers avril, il fut soigné aussi par Werner Haas et par le docteur Schenk, qui observèrent rigidité musculaire et fatigue chronique. Le résultat était toujours le même, une décadence visible que déjà personne ne pouvait renverser. L'isolement aggravait la situation. Hypocondriaque depuis sa jeunesse, Hitler révisait chaque repas et chaque médicament. Il se niait à ingérer viande et suivait diète végétarienne stricte, préparée par sa cuisinière autrichienne. Seulement il buvait eau filtrée et thé d'herbe. Il disait se sentir plus lucide dans le sous-sol, libre de l'air empoisonné de Berlin. Ses journées commençaient près de midi et se terminèrent de nuit. Les nuits étaient son unique temps de travail effectif, entre papiers, téléphones et réunions. Sa routine suivait un rythme mécanique. Petit déjeuner tard, réunion militaire, dictée de décrets, bref repas végétarien, nouvelle série de conférences et sessions de planification qui s'étendaient jusqu'à 3 heures du matin. Le fracas de l'artillerie soviétique était son horloge de fond, alors qu'en haut les troupes avançaient sur les districts de la capitale, lui continuait révisant cartes où les divisions déjà n'existaient pas. À mesure que sa santé se détériorait, il s'accrocha à symboles personnels. Dans son bureau seulement pendait le portrait de Federico el Grande, qu'il avait porté avec lui depuis Prusse orientale. Chaque nuit, il s'asseyait face à lui en silence. Un aidant le vit une fois regarder le tableau avec le menton appuyé dans la main, comme s'il cherchait une réponse. Pour le personnel, ce geste était une prière muette, la comparaison impossible entre 2 guerres et 2 finales très distinctes. Alors que le Reich s'effondrait en haut, le bunker se convertissait en son monde complet. Les bombardements nord-américains et britanniques réduisaient la ville à cendres. Plus de la moitié des habitations furent détruites en peu de mois. La pression du siège se filtrait dans le moral de ceux qui vivèrent sous terre. Chaque impact faisait trembler les murs, et la ventilation portait avec elle l'odeur affumée des rues. L'unique air que respirait Hitler passait par filtres de charbon et poussière. Cette connexion mécanique était son dernier lien avec l'extérieur. Il ne craignait pas la mort. Vétéran de la Première Guerre mondiale, il portait la croix de fer comme preuve de valeur. Ce qui le retint sous terre ne fut pas la peur, sinon l'empressement de contrôler chaque détail. Là, il pouvait dicter ordre direct, corriger rapport et croire qu'encore il maniait le cours de la bataille. Le refuge était une illusion de commandement absolu au milieu du collapse. L'homme qui avait dominé l'Europe se réduisit à un bureau fermé et à un téléphone intermittent. Les marches triomphales et les discours devant foule furent remplacés par ordres chuchotés entre murs. Chaque jour, il recevait moins nouvelles réelles et plus écho de son propre isolement. Le Führerbunker, né comme refuge technique, s'était transformé en sa prison. Là, sous les ruines de Berlin, Hitler resta littéralement enterré en vie. La liste finale du Reich. Le 23 avril de 1945, Berlin fut déclaré en état d'alarme suprême. On activa la appelée Opération Clausewitz, un plan précipité pour convertir le centre de la capitale en une forteresse. Ce lundi-là,
le général des Waffen-SS Wilhelm Mohnke marcha avec environ 2000 hommes depuis les baraques de Lichterfeld jusqu'au sous-sol de la nouvelle chancellerie. Sa mission était d'établir un anneau de défense autour du complexe du Führer. Une semaine avant, le 16 avril, le premier front ukrainien du maréchal Zhukov avait lancé l'offensive définitive depuis l'Oder. Les soviétiques croisèrent le fleuve avec force totale à peine à 60 milles de la capitale. Berlin resta isolé. La dernière barrière du Reich s'écroulait. Pendant ce temps, les États-Unis et Grande-Bretagne déjà étaient sur l'Elbe. Mais Eisenhower avait ordonné d'arrêter leur avance. Il restait clair que la prise de Berlin correspondait exclusivement à l'armée rouge. Dans le bunker, Hitler insistait en maintenant la résistance absolue. Le général Gotthard Heinrici, chef du groupe d'armée Vistule, feignait d'obéir, bien qu'en réalité il dirigeait à ses troupes vers l'ouest pour se rendre aux Alliés. Milliers de civils suivirent à ce courant de fuite. Était la division finale du Reich, ceux qui cherchaient à survivre et ceux qui demeuraient sous terre avec le leader. La structure du refuge s'organisa par niveaux. Dans l'intérieur plus profond étaient Hitler, Martin Bormann, Hans Krebs, Wilhelm Burgdorf, le secrétariat et 2 médecins. Le niveau supérieur correspondait à Joseph Goebbels, qui continuait exerçant comme Gauleiter de Berlin. Sa famille se maintenait dans les dépendances de la surface près de l'ancienne chancellerie. La séparation physique reflétait la hiérarchie. En bas, le commandement central. En haut, la dernière façade politique. La garde personnelle du Führer, composée par environ 40 hommes sélectionnés, surveillait les accès et l'accompagnait dans chaque déplacement dans le refuge. Par-dessous d'eux agissait le service de sécurité chargé du contrôle interne et des aspects techniques de protection, dirigé par Johann Rathenhuber. Bien que existèrent tensions entre les distincts corps policiers et les unités des SS, tous demeurèrent dans leur poste jusqu'à la fin. Le personnel civil, formé par dactylographes et opératrices, n'eut pas choix. Johanna Wolf, Gerda Christian, Christa Schröder et Traudl Jung continuaient transcrivant ordres et dictées sans accès à la situation extérieure. Plusieurs demandèrent permission pour évacuer. On leur nia pour être personnel de confiance. Leur vie se réduisait à écrire messages qui peu de fois arrivaient à leur destin. Dans ces jours, Albert Speer encore entrait et sortait de la ville par voie aérienne. Il coordonnait la retraite d'équipements industriels et archives vers le sud allemand. Son nom figurait dans la liste de vol à Berchtesgaden, l'opération Seraglio, destinée à transférer le noyau administratif. Le chef de pilote Hans Bauer actualisait journellement les listes, bien que la majorité des avions déjà ne pouvaient décoller. Entre les officiels de liaison continuaient Walter Heuvel, du ministère des Affaires étrangères, et Otto Günsch, aidant de Hitler. Tous deux contrôlaient communication et garde. Autres, comme Ernst Kaltenbrunner et Heinrich Müller, entraient et sortaient sporadiquement sans fonction stable. La rotation dépendait de la valeur pratique, qui servait à une tâche technique restait. Le reste était redirectionné au sud. Martin Bormann concentra le pouvoir interne. Il révisait chaque document avant qu'il arrivât au bureau de Hitler, décidait visites et contrôlait fonds partisans. Sa table se convertit en le dernier centre d'autorisation du Reich. Était l'unique qui savait qui pouvait sortir de Berlin et qui non. Parallèlement, il continuait ordonnant transfert de matériel technique et documentaire vers Bavière. Le général Hans Krebs, récemment désigné chef de l'état-major, tentait de maintenir la fiction militaire. Chaque matin, il organisait réunions avec Burgdorf pour actualiser cartes inexistantes. Le front déjà n'avait pas ligne, mais la discipline se maintenait comme rituel. Dans ces sessions journalières, Hitler continuait donnant ordre à armées qui déjà n'existaient pas. Pendant ce temps, Speer retourna le 18 avril pour une dernière visite. Il tenta de convaincre Hitler de ne pas appliquer la politique de terre brûlée. Il obtint une concession tardive. Peut-être cela n'a pas de sens détruire une nation si compacte comme l'Allemagne. Après cette conversation, il partit définitivement de Berlin. Le personnel de service aussi fut réduit. Constance Manziali, la cuisinière principale, demeura parce qu'il n'y avait pas remplacement. Les autres furent transférés aux étages supérieurs, plus proches aux sorties d'urgence. La pénurie d'eau et électricité déterminait qui pouvait continuer travaillant en bas. À la mi-avril déjà, on distinguait 2 bunkers, l'inférieur, noyau de Hitler et son entourage, et le supérieur, siège de Goebbels. À la surface, les bureaux de la chancellerie servaient de liaison entre tous deux.
Les couloirs étaient routes de messagers qui portaient ordre par double voie. À l'extérieur, les dernières troupes de la Leibstandarte Adolf Hitler défendaient la zone centrale, Reichstag, Chancellerie et Tiergarten. Mohnke dirigeait à vétérans et recrues blessés réunis en petits groupes. Sa tâche était de maintenir ouvert le couloir qui connectait la surface avec le refuge. Il savait que leur position n'était pas stratégique, sinon symbolique. Les collaborateurs procédant de Berchtesgaden dominaient l'entourage immédiat de Hitler. Ils ne se traitaient pas d'un groupe uni par affection, sinon par ancienneté et privilège dans le régime. Entre eux se trouvaient Martin Bormann, Joseph Goebbels, Albert Speer et quelques médecins et gardes qui l'avaient accompagné durant les années de plus grand pouvoir. Leur présence garantissait loyauté et un minimum d'ordre interne au milieu du collapse. Le soutènement technique du refuge retombait sur figures comme l'ingénieur Johannes Henschel, sans lequel travail quotidien le fonctionnement basique aurait été impossible. En parallèle, les opérateurs de radio tentèrent de maintenir contact chaque fois plus précaire avec les unités qui encore résistaient dans le district gouvernemental, bien que ces communications déjà n'altéraient pas le cours des événements. Alors que le pouvoir réel s'évaporait, la machinerie administrative continua opérant par pure inertie. Martin Bormann supervisa le transfert vers le sud de valises chargées avec archives ministérielles et correspondances du parti. Une dernière démarche bureaucratique pour un système qui, hors des murs de béton, déjà ne gouvernait rien. Pour le 21 avril, la portée de l'artillerie soviétique sur le centre de Berlin obligea à clôturer définitivement les routes d'échappatoire aériens. Hans Baur donna par terminée l'opération Seraglio et on procéda à la fermeture hermétique des entrées. Depuis ce moment, l'isolement fut total. Personne ne croiserait le seuil du bunker sans l'autorisation directe de Bormann ou Krebs, scellant le destin de ceux qui avaient été piégés à l'intérieur. Le registre définitif de résidents resta réduit à un groupe hétérogène d'approximativement 50 personnes, entre lesquelles se comptaient 40 hommes et 12 femmes. Dans cet inventaire final se mélangeaient combattants, médecins, personnel de secrétariat et l'unique mécanicien chargé de l'énergie. Cela fut la représentation ultime de l'État allemand, une structure administrative confinée dans une cave sous terre. Guérir, alors que tout s'effondre. Berlin était déjà un champ de ruines. Entre ministères calcinés et façades creuses, à peine restait route transitable. Seulement les véhicules militaires conservaient combustible et les derniers civils croisaient entre tramways renversés et murs ouverts par le feu. Sous cette surface en décombre, les sous-sols de la nouvelle chancellerie se transformèrent en un hôpital d'urgence. Le docteur Ernst Günther Schenk, colonel de réserve et nutritionniste, offrit ses services quand presque personne ne voulut demeurer. Sa station de blessés occupait un espace improvisé à côté du couloir principal du refuge. Depuis là, il recevait un flux constant de blessés qui descendaient de la rue ou arrivaient traînés sur civière par les entrées arrière. À quelques pâtés de maison, à Potsdamer Platz, le combat était corps à corps. Chaque explosion faisait vibrer les murs du bloc opératoire. Les lampes se balançaient sur table couverte avec draps tachés, alors que les opérations continuaient sans pause. La majorité des patients étaient adolescents, recrues du Volkssturm ou de divisions navales apportées de la Baltique. Ils arrivaient avec uniformes incomplets, tremblants de froid et de peur. Les blessures par mitraille déjà n'étaient pas les plus fréquentes, prédominaient les amputations et les impacts de grenades à courte distance. Schenk et son petite équipe travaillaient avec pinces oxydées, bistouris sans fil et gaz réutilisés. Ils lavaient le matériel avec eau trouble et continuaient en avant. Chaque corps sauvé comptait plus que la technique. Durant une semaine, Schenk réalisa centaines d'interventions. À son côté était le professeur Werner Haase, chirurgien du personnel médical de Hitler, malade de tuberculose avancée. Prostré sur une civière, il guidait avec voix rauque les opérations, dictant chaque mouvement à son aidant. Entre tous deux, il soignait soldats de toute l'Europe, allemands, flamands, français, scandinaves et baltes. Beaucoup n'y savaient dans quel front ils luttaient. La mort était l'idiome commun. Quand s'épuisèrent les fournitures, Schenk monta à la surface pour les chercher. Avec un camion réquisitionné, il croisa zone bombardée en quête de plasma, morphine et bandages. Dans hôpitaux abandonnés, il trouva vieilles immobiles dans leur lit, convaincus qu'il était un ennemi. Il leur donna tranquillisant et suivit son chemin. Ses incursions lui montraient une ville irréelle, locomotives minuscules traînant gravats, enfants avec charrettes,
boulangeries allumant four entre tas de briques. La vie civile persistait, absurde et obstinée. De retour au refuge, il devait s'ouvrir pas entre les réfugiés qui occupaient chaque couloir. Secrétaires, soldats, civils, tous partageaient le même air saturé de chlore et sueur. Dans les salles contiguës s'accumulaient corps pansés et civières alignés. L'odeur métallique du bloc opératoire se confondait avec celle du gasoil. Les transfusions s'improvisaient avec bouteilles de verre. Les ceintures servaient de garrots. Les cadavres s'empilaient jusqu'à ce que cessait le bombardement. Ensuite, ils les enterraient dans les jardins rasés. Depuis ses déplacements médicaux, Schenk contemplait l'exode. Milliers de personnes marchèrent vers l'ouest, vieillards poussant charrettes, femmes avec enfants, soldats sans armes. Les morts étaient tant que l'administration ordonna de les enterrer dans tranchées communes et réutiliser les cercueils. La mort aussi se rationalisait. Cette vision de colonnes humaines avançant entre incendies resta gravée dans la mémoire du médecin comme l'image finale du Reich. Épuisé, il suivit opérant jusqu'à ce que le corps à peine lui répondait. Il dormait minutes, assis à côté de la table chirurgicale, avec la tête appuyée dans les bras. Son unique objectif était de maintenir la routine. S'il cessait d'agir, il s'effondrerait. Il maintint 2 salles d'urgence équipées avec couchettes et une réserve d'aliments qu'il avait réunies semaines avant grâce à l'autorisation du général Monke, chef du périmètre défensif. Tous deux savaient que sans prévision il n'y aurait pas survivants. Ainsi, le bunker se convertit en un microcosme autosuffisant, soutenu par discipline et réflexe. Des médecins du régime à peine restait quelqu'un. Karl Brandt avait été arrêté, Théodore Morel s'en alla à temps, et Karl Gebhardt n'apparut pas. Seulement Haas et Schenk suivirent travaillant sans interruption. Beaucoup hiérarques réfugiés se niaient à aider. Ils disaient ne pas supporter le sang et passaient les nuits buvant. Schenk termina dormant sur le sol du poste de commandement, loin des discussions politiques qui encore résonnaient dans les salons supérieurs. Avec le passage des jours, la pression augmenta. Les jeunes marins envoyés à terre sans instruction arrivaient mutilés. Certains encore vêtaient leur uniforme bleu de gala. Les opérations se faisaient sans anesthésie suffisante. Beaucoup mouraient avant d'être suturés. Le médecin se rinçait les mains dans eau teintée, buvait une gorgée de café de chicorée ou liqueur et retournait au bistouri. Ne restait pas alternative. Chaque opération était un acte de résistance morale. L'hôpital improvisé se convertit en point de rencontre pour messagers et officiels blessés. Ils demandaient plasma, bandes ou antibiotiques inexistants. Les toits craquaient avec chaque impact. Les infirmières apprirent à reconnaître la distance des projectiles par le tremblement du sol. Quand les explosions sonnèrent graves, elles savaient que le front soviétique était à moins de demi-kilomètre. À cause de la proximité du désastre, l'instinct professionnel ne s'éteignit pas. Haas, toussant sang, continuait donnant instruction. Schenk continuait opérant avec les bras engourdis. Les infirmières nettoyaient avec ce qui restait d'eau et calmaient les mourants avec voix basse. Personne ne parlait de politique ni de reddition. Le langage du lieu était celui de la survie immédiate. Dans les couloirs du refuge se croisaient figures sans destin clair. Messagers qui descendèrent blessés, pilotes qui arrivaient depuis aérodromes encore en usage, civils cherchant refuge. La frontière entre hôpital et bunker disparut. Tout le complexe respirait comme un organisme malade, alimenté par moteur diesel et volonté. L'aube du 29 avril, Schenk fut convoqué devant Hitler. Accompagné par 2 infirmières, il traversa les couloirs avec l'uniforme couvert de sang sec. En entrant, il vit un homme décharné, de peau grisâtre, tremblement dans le bras et regard fixe. La conversation fut brève et silencieuse. Personne ne parla du front ni du futur. Quand il sortit, il retourna directement au bloc opératoire et reprit les opérations. Heures après, l'artillerie retourna frapper la Wilhelmstrasse. Le toit du bloc opératoire oscillait comme un métronome. Les chirurgiens travaillaient sous lumière jaune, mesurant le temps par l'intensité des tremblements. Personne ne savait combien heures restaient avant l'assaut final. Schenk suivit opérant par inertie, entre corps immobiles et bandages tachés. L'hôpital, improvisé dans la base du bunker, résistait seulement par l'automatisme de ceux qui encore croyaient que sauver une vie était aussi une forme de demeurer humain au milieu de l'effondrement. Quand le commandement se fragmenta. Dans les derniers jours d'avril de 1945, l'air du bunker se changea dense, presque solide. Les portes métalliques vibraient avec chaque impact et l'écho des bombes faisait que les horloges semblassent s'arrêter.
Ceux qui encore continuaient là savaient que la fin était inévitable. Quand Joseph Goebbels arriva avec son épouse et ses 6 enfants, personne n'eut besoin d'explication. Ce refuge-là s'était converti en la tombe collective du régime. En haut, la ville était assiégée. Les 3 fronts soviétiques avaient fermé l'anneau et seulement restaient pas intermittents vers le sud-ouest. Les communications avec l'extérieur se réduisaient à câbles qui tombaient à chaque heure. Même ainsi, les téléscripteurs continuèrent transmettant ordre, feignant qu'existait un front cohérent. À la surface déjà, il n'y avait pas armée, seulement ruines et groupes dispersés de défense. Le 22 avril marqua la rupture définitive. Dans la salle de conférence, Hitler explosa en connaissant que l'offensive de Steiner jamais ne s'était lancée. Le cri fut si violent que les secrétaires sortirent courant et les gardes crurent qu'il avait souffert une attaque. Après un long silence, il manda évacuer la salle. À partir de cet instant, il cessa de croire en ses généraux. Il ordonna que les documents plus importants fussent brûlés dans le jardin sous un ciel couvert de fumée. Personne ne demanda pourquoi. Tous comprirent que c'était le principe de la fin. À 5 heures de l'après-midi, arriva un appel depuis le ministère de propagande. Goebbels parla avec calme, promettant loyauté et résistance. Peu après, par indication directe du Führer, Radio Berlin émit un message annonçant qu'il continuait dans la capitale et qu'il lutterait avec ses troupes. La transmission dura moins d'1 minute, mais rendit un mirage d'autorité à ceux qui encore se battaient entre les décombres. Cet après-midi-là, Hitler partagea thé et gâteaux avec Eva Braun et ses secrétaires Gerda Christian et Traudl Jung. Il leur offrit la possibilité de s'en aller, toutes refusèrent. Il leur dit qu'elles étaient plus vaillantes que beaucoup de ses généraux et sourit pour dernière fois avec tendresse. La scène contrastait avec la dévastation qu'on entendait de l'autre côté des murs. Pendant ce temps, Goebbels ordonna détruire les archives de son ministère avant de déménager définitivement avec sa famille au bunker. 2 voitures avancèrent par une ville en flammes entre bâtiments écroulés. Les enfants regardaient en silence par les fenêtres rompues, chacun embrassant un jouet. Quand ils entrèrent au refuge, l'ambiance changea. Les cris des blessés se mélangèrent avec les voix infantiles qui tentaient de chanter pour se calmer. Cette même nuit partit la dernière évacuation aérienne. 10 appareils furent se préparer dans l'aéroport de Gatow avec personnel, valises et documents. 9 décollèrent. Le 10e tomba en flammes sur Bavière. À bord, allaient officiels et les manuscrits originaux des conversations privées de Hitler. Jamais ils ne se récupérèrent. Quand les moteurs s'éteignirent, ceux qui restaient en bas comprirent que déjà il n'y aurait plus sortie. Les couloirs se plongèrent dans un silence tendu. Beaucoup des soldats qui encore restaient nettoyaient leurs armes sans propos ou s'asseyaient à attendre. Dans la salle de machine, le technicien Johannes Henschel ajusta les générateurs et se prépara pour continuer seul. Son épouse avait réussi à échapper au sud, lui demeurerait dans l'obscurité jusqu'à la fin, alimentant le courant qui maintenait l'air respirable. Cette même nuit, Albert Speer décida de retourner à Berlin. Il avait entendu que Goebbels était dans le bunker et que le cercle se fermait. Il conduisit durant heures par route comblée de réfugiés jusqu'à obtenir un vol militaire. En arrivant, il trouva la chancellerie convertie en un labyrinthe de bouteilles vides, fumées et soldats endormis. Son ancien aidant, Schaub, le conduisit escalier bas. Martin Bormann le reçut avec un sourire rigide. Il feignit cordialité, mais l'observait avec méfiance. Speer demanda voir le Führer. La rencontre fut brève. L'homme qu'il trouva à peine se ressemblait à celui qu'il avait connu années avant, courbé, avec la peau grise et une main qui tremblait sans repos. Il lui demanda par Dönitz et par le nord. Puis il lui demanda conseil, s'il devait partir ou rester. Speer répondit que demeurer dans la capitale était plus digne que fuir aux montagnes. Hitler acquiesça, satisfait. Durant la conversation, il parla de trahison et de sa décision de ne pas tomber vif. Il ordonna que son corps et celui de Eva Braun fussent brûlés après sa mort. La sérénité avec laquelle il le disait résultait déconcertante. Speer l'écouta en silence, convaincu qu'il était sous les effets des sédatifs que Morel lui fournissait. Cependant, ce n'était pas la drogue ce qui dominait la scène, sinon la résignation. En tombant la nuit, un télégramme depuis Bavière rompit le calme. Hermann Göring demandait s'il devait assumer le commandement du Reich, conforme au décret de succession signé en 1941. Bormann profita du message pour l'accuser de haute trahison. Hitler, furieux, signa de suite l'ordre de destitution et arrestation. En question de minutes, Göring passa d'héritier désigné à ennemi.
La furie du Führer termina par l'épuiser. Il se laissa tomber sur une chaise, murmurant reproches à tous ceux qui l'avaient abandonné. Plus tard fut reçu Joachim von Ribbentrop, qui portait heures attendant. Il tenta de présenter un plan diplomatique impossible. Hitler l'écouta quelques minutes et le congédia avec un geste. En sortant, Ribbentrop signa de manière automatique un document du ministère de Speer, comme si encore existait un gouvernement à obéir. Cette nuit-là, il échappa de Berlin. Dans les jours suivants, l'ambiance changea. Les conférences se réduisirent et les officiels disparurent des couloirs. Les secrétaires, cuisinières et infirmières occupèrent l'espace qui avant appartenait au commandement militaire. Eva Braun aidait à soigner les enfants des Goebbels alors que les bombes secouèrent le toit. Dans les pauses du feu, le groupe se réunissait pour prendre thé. On parlait du passé, de la musique, des chiens. Hitler semblait plus tranquille entre elles qu'entre ses généraux. Selon les secrétaires, dans ses heures finales, son visage déjà était celui d'un vieillard épuisé. Il écoutait histoires triviales, répondait avec phrases courtes, et parfois il se perdait regardant au vide. La guerre extérieure avait disparu pour lui, seulement restait le rituel de l'enfermement. Speer fut invité à l'une de ces réunions. Eva Braun le reçut avec douceur et champagne. Elle montrait un calme déconcertant, même joie. Elle lui dit qu'elle se sentait satisfaite pour avoir demeuré à côté de l'homme qu'elle aimait quand tous les autres l'avaient laissé. Elle mentionna, sans se rendre compte, que Hitler avait douté de la loyauté de Speer semaines arrière. Le ministre comprit que son retour servait au moins pour dissiper suspicion. Avant de s'en aller, il demanda un adieu personnel. Il trouva le Führer debout, appuyé sur la table, observant le portrait de Federico el Grande. Il n'y eut pas salut ni parole d'affection. Seulement il reçut un ordre bref et définitif. Il devait se retirer. Speer monta les escaliers accompagné par l'écho métallique des générateurs. La chancellerie que lui-même avait dessinée était réduite à ruines. Le marbre se défaisait en poussière et les toits gouttaient. Il marcha jusqu'au patio central et perçut un silence absolu, à peine interrompu par le feu lointain. Années après, il dirait que cette nuit-là, il eut la sensation de marcher dans sa propre œuvre ensevelie. À l'aube, il aborda un petit avion. Depuis l'air, il vit les lacs du Sud, les incendies, les colonnes de fumée qui couvraient la capitale. Derrière, restaient ceux qui avaient choisi rester. Entre eux, Goebbels, sa famille et une poignée de fidèles qui attendaient la fin sans date. Sous le béton, l'activité mécanique continuait par pure inertie. Johannes Henschel demeurait attentif à un panneau électrique qui alimentait un système de ventilation déjà irrégulier, alors que l'écho des bottes sur le sol rappelait que le bunker se vidait de pouvoir. Sans espérance de victoire, le personnel restant se limitait à remplir ses routines de forme automate, soutenant une illumination précaire qui à peine réussissait dissimuler le collapse imminent. Le bourdonnement constant des moteurs et les impacts extérieurs se fondirent en un bruit blanc, marquant le compas des derniers adieux sous terre. 10 minutes de silence. Seulement l'opérateur de communication Rochus Mich continuait éveillé, assis face au tableau de téléphone qui déjà ne connectait avec personne. Les lignes tombaient chaque peu de minutes. Des réseaux extérieurs restaient seulement fragments, voix interrompues et bruits métalliques. Dehors, les troupes soviétiques fermèrent le siège final sur le centre de Berlin. Le Führer errait entre les couloirs comme un spectre. Les réunions s'étaient suspendues, les cartes continuaient à déployer, mais personne ne les consultait. À 6 heures du matin, il appela le général Mohnke pour dicter ordres qui manquèrent de sens. Quand il termina, il retourna à sa chambre et demeura debout, regardant le sol. Il semblait attendre quelque chose qui déjà ne dépendait pas de lui. À l'aube, Martin Bormann envoya un télégramme à l'amiral Karl Dönitz, l'informant que le Führer continuait à Berlin et continuait dirigeant la défense. Était une fausseté rituelle, le commandement réel avait disparu. Dans un autre message, il qualifia de traître Heinrich Himmler, qui tentait négocier sa reddition avec les Alliés. Ces deux câbles furent les dernières communications officielles du régime. Peu après arriva le médecin Werner Haase. Hitler le fit passer à son bureau pour parler en voix basse. La conversation dura peu de minutes et personne n'entendit les paroles. En terminant, le Führer donna une indication médicale qui seulement affectait son cercle plus proche. À 9 heures, le docteur Stumpfegger retourna et confirma que tout était disposé. Hitler le congédia avec un léger geste de tête. Était la dernière décision médicale du Troisième Reich. Le midi s'écoula avec un calme inquiétant.
On servit un repas simple, spaghettis avec sauce légère et un peu de vin. Les secrétaires Traudl Jung et Gerda Christian rappelèrent que l'ambiance était sereine, presque normale. Personne ne parla de la guerre, seulement on écoutait les bourdonnements du générateur et le frappement distant des canons. Hitler mangea lentement, sans regarder personne. Eva Braun ne participa pas de ce déjeuner. Dans sa chambre, elle pliait vêtements et répartissait petits souvenirs, un manteau, une écharpe, quelques bijoux. À chaque servante, elle remit quelque chose pour quand tout se terminerait. Elle dit qu'elle n'avait pas peur et qu'elle mourrait comme épouse du Führer. La phrase circula par le couloir comme une sentence annoncée. Passées les 3 heures de l'après-midi, tous deux sortirent de leur chambre. Les attendaient Bormann, Goebbels, Krebs, Burgdorf, Günsche et les aidants de service. Hitler vêtait son manteau gris et marchait avec difficulté. Il salua brièvement chacun. Eva, sereine, sourit au secrétaire et prit son bras. Sans rien dire, ils entrèrent dans le bureau privé. La porte se ferma derrière eux. Le silence s'étendit comme un courant électrique. Otto Günsche, officiel de garde, demeura face à la porte, observant l'horloge. Ils avaient accordé attendre 10 minutes. À son côté, Bormann ne détachait pas la vue de la trotteuse. Le bunker était hermétiquement scellé. Ni un son ne pouvait se filtrer à l'extérieur. Seulement la rumeur lointaine des bombardements rappelait que la ville continuait brûlant. Minutes après apparut Magda Goebbels. Elle voulut sa Dieu et supplia entrer. Günsche le lui empêcha, mais elle s'ouvrit pas par le couloir et disparut dans la pénombre. En sortant, elle avait le regard vide. Peu après arriva le dirigeant juvénile Arthur Axmann, couvert de poussière. Il demanda s'il pouvait entrer. La réponse fut un murmure. Déjà c'est tard. L'horloge marqua les 3h30. Passèrent plusieurs secondes immobiles. Personne n'entendit coup de feu. Les murs, renforcés avec planches métalliques et couches de béton, absorbaient tout son. Seulement le tremblement sourd de l'artillerie se filtrait comme une rumeur lointaine. Cette quiétude absolue fut, pour ceux qui attendirent dehors, le signal de la fin. Accompli le temps, Günsche tourna la poignée. Une odeur étrange et dense s'étendit par le couloir. Heinz Ling, le valet personnel, recula d'un pas et ferma instinctivement. Ensuite, par ordre de Bormann, ils entrèrent de nouveau. La scène était en complet silence. Dans l'intérieur gisait immobile le leader du Reich et Eva Braun. L'ambiance était lourde, comme si l'air même fût resté suspendu, et personne n'eut besoin de dire une parole pour comprendre que tout s'était terminé. Ling plaça de nouveau un vase renversé sur la table et accommoda les tulipes tombées. Günsche demeura immobile quelques secondes et ensuite avisa le docteur Stumpfegger. Celui-ci s'approcha, observa la scène brièvement et acquiesça en silence. Dans le couloir, personne ne se mouvait. Goebbels observait sans expression. Bormann serrait les lèvres. Il n'y eut pas lamentation ni discours. Le silence s'imposa de forme absolue, dense et contenue, comme si n'importe quel son pouvait briser ce qui était arrivé. Günsche ordonna préparer les couvertures. Avec aide de 3 soldats, ils enveloppèrent les corps et les transférèrent jusqu'à la sortie d'urgence. Les couloirs restèrent déserts. Les présents s'alignèrent contre la paroi, observant en silence comment s'éloignaient les ombres. Ils montèrent par l'escalier étroit qui conduisait au jardin dévasté de la chancellerie. Dehors, les projectiles tombaient chaque minute. Dans le patio, les soldats disposèrent une bâche à côté d'un cratère récent. Bormann donna une brève indication et Günsche agit en conséquence. Une flambée illumina par instant le ciment noirci du jardin. Personne ne prononça parole. La fumée s'éleva entre la pluie de fragments qui tombèrent du ciel, obligeant quelques gardes à écarter le visage. Quand tout termina, le lieu fut couvert avec terre et décombres. De ce mode s'accomplit la dernière instruction reçue. En retournant au bunker, Günsche informa que la mission avait été accomplie. Goebbels acquiesça sans dire une parole. Bormann envoya de suite un dernier message à l'amiral Dönitz, l'informant de la mort du Führer, et lui demandant qu'il assumât sa responsabilité. Après, il s'enferma dans sa chambre. Personne ne retourna à le voir avec vie. Durant heures, personne ne parla de ce qui était arrivé. Il n'y eut pas communiqué ni cérémonie. Ceux qui demeurèrent là comprirent que le silence était l'unique forme possible d'assimiler la fin. À la centrale, Rochus Mich continua révisant les câbles, comme si encore existait un réseau actif. Années après, il rappellerait que, dans cet instant, la voix de Hitler disparut des lignes et tout resta immobile.
En tombant l'après-midi, le technicien Johannes Henschel maintint en marche les générateurs. Le bourdonnement constant se mélangeait avec la vibration du sol. L'air sentait l'huile, la poussière et la fumée. Quelques membres du personnel buvaient dans la cantine sans parler, d'autres restaient assis, regardant le rien. Personne ne donnait ordre. Le pouvoir avait disparu. À 7 heures, depuis un coin du niveau supérieur, commença à sonner une vieille radio. Un soldat laissa courir un disque de mélodie populaire. La chanson parlait du passage du temps et de la fin inévitable de toutes les choses. La musique rebondissait sur les parois humides et se perdait entre les échos du moteur diesel. Cette nuit-là, le silence du bunker fut plus profond que celui des ruines de la ville. Ceux qui encore demeuraient là savaient que le centre du Reich s'était éteint. On n'entendit aucun coup de feu, mais tous comprirent ce qui était arrivé. Dans l'obscurité, seulement restait la rumeur constante des machines, l'odeur persistante du combustible et la certitude que le pouvoir qui avait dominé l'Europe s'était éteint sous terre. La famille offerte au régime. Joseph Goebbels marchait courbé, le visage gris, les yeux enflés par l'insomnie. Il avait assisté à la fin de son chef et savait que cette scène ne devait pas se compter. Son unique refuge était de la doter de signification. Pour lui, tout devait se convertir en symbole. La défaite devait se transformer en une apothéose qui assura l'immortalité du leader. Durant années, il avait traité la propagande comme une religion. Maintenant, dans la ruine, il cherchait un sens transcendant à la catastrophe. Il voyait le chef fondu dans le feu comme un héros antique, purifié par les flammes. Dans cette vision délirante, il trouvait consolation. Si le Dieu disparaissait, le prophète devait le suivre. Magda Goebbels, son épouse, partageait ce credo. Ce n'était pas folie clinique, sinon une foi obsessive. Elle ne concevait pas un monde sans ce nom auquel elle avait remis sa vie. Dans son expression persistait un éclat théâtral. Elle se voyait elle-même comme partie d'une tragédie sacrée. Elle était convaincue que ses enfants devaient partager le destin du régime. « Ils sont trop purs pour ce qui viendra », disait-elle à ceux qui tentèrent la persuader. Les 6 enfants couraient par les couloirs sans comprendre. Soldats et secrétaires les regardaient avec tendresse et peur. Ils étaient la dernière image d'innocence au milieu de l'effondrement. Personne n'imaginait le dénouement que leurs parents déjà avaient assumé. Depuis l'extérieur, Albert Speer tenta d'organiser leur sauvetage. Le secrétaire Werner Naumann et le général Mohnke offrirent véhicules et escortes. Tout heurta avec la négative de Magda. Elle parlait de sacrifice avec sérénité, convaincue que le geste les libérerait de l'oubli. Son mari, usé, ne la contredit pas. Tous deux partageaient la logique de ceux qui confondent foi avec destin. Pendant ce temps, Goebbels continuait accomplissant son rôle de ministre. Il dictait notes, signait décrets sans valeur, écrivait communiqués que personne ne lirait. Le bruit de la machine à écrire le maintenait actif. Chaque coup de touche était une tentative pour maintenir vivant l'ordre perdu. Ainsi passaient les heures dans un bureau qui déjà n'avait pas fonction. Par les nuits, il réunissait sa famille. Il leur lisait contes et il chantait vieilles mélodies alors que les bombes faisaient vibrer le toit. Les enfants riaient, les adultes feignaient calmes. Quelques gardes s'arrêtaient à la porte, incapables d'écarter la vue de cette scène absurde. Une famille autour d'un accordéon, entourée de ruines. Le 29 avril, Goebbels organisa une réunion à côté de l'hôpital souterrain. Participèrent infirmières, jeunes du service civil et soldats blessés. Un garçon joua l'accordéon et les Goebbels chantèrent avec leurs enfants. Ce concert improvisé, interrompu par explosion, fut leur dernière célébration. Un hymne d'adieu au milieu de la faim. Cette nuit-là, le ministre retourna à écrire. Sur la table s'accumulèrent brouillons, un discours final et un testament politique. En eux, il mélangeait religion et rhétorique. Il voulait laisser une version héroïque du désastre. Ces phrases, calculées, parlaient de loyauté, destin et faute. Dans chaque ligne, il tentait de justifier ce qui était arrivé avec paroles solennelles. Les témoins le voyaient déambuler avec un carnet noir, murmurant paragraphes, corrigeant phrases. Quand la fatigue le vainquait, il parlait aux autres sur l'histoire et la trahison. Il disait que les grandes tragédies requéraient grandeur et sacrifice. Il l'écoutait en silence. Il savait que sa foi se consumait dans un rituel sans sens. Dans ces jours, Martin Bormann contrôlait l'accès au niveau inférieur et limitait les visites au bureau du leader. Goebbels, accoutumé à la proximité du pouvoir,
se voyait réduit à un rôle cérémoniel. Même ainsi, il insistait en étant reçu, répétant que son devoir était de demeurer jusqu'à la fin. Cette porte fermée était son humiliation plus profonde. Entre le personnel croissait l'incommodité. Certains le considéraient un fanatique dangereux, d'autres un croyant égaré. Quand il parlait de fidélité, sa voix tremblait entre la dévotion et la menace. Dans le fond, il savait que le mythe s'effondrait, mais son instinct propagandistique le poussait à le soutenir. Il nota que la mort du chef devait se présenter comme union de l'esprit avec l'histoire. Était sa dernière consigne. Le 30 avril, après la mort de Hitler, Goebbels écrivit son propre testament. Il laissa constance qu'il n'abandonnerait pas Berlin et que son devoir était de demeurer dans la capitale jusqu'à la fin. Cette décision résumait la logique du régime, nier la réalité même quand déjà il ne restait pas sorti. Alors qu'il signait le document, les enfants dormaient dans une autre chambre. Dans le couloir résonnait pas éteint l'écho constant du générateur et le murmure de la ventilation. Personne n'anticipait ce qui était sur le point d'arriver. Cette nuit-là, Magda s'adieu des secrétaires du Führer. Elle leur remercia leur travail et parla avec sérénité d'une paix future liée à l'union familiale. Comme souvenir, elle leur remit petits objets personnels. Dans ce moment, personne ne comprit la portée réelle de ces paroles. Dans la matinée du 1er mai, Goebbels donna indication médicale présentée comme une mesure préventive. Personne ne les questionna. Heures après, les enfants furent portés à leur lit, accompagnés de leurs jouets. La porte se ferma avec soin. Peu après, le silence s'empara des chambres. Magda sortit s'appuyant sur la paroi. Aucun des présents ne parla. Ce moment scella l'effondrement définitif du noyau du régime. Après, Goebbels demeura assis à côté de son épouse. Il parlait en voix basse, comme s'il révisait une œuvre déjà écrite. Puis il demanda à son assistant Günsch qu'il communiquât aux officiels sa décision. Il sortirait à la surface. Il ne demanda pas escorte ni cérémonie. Seulement il désira que tout se terminât là. En tombant l'après-midi, Goebbels se vêtit avec son manteau sombre, chapeau et gants. Magda l'accompagna. Ils montèrent par l'escalier qui conduisait au jardin de la chancellerie. Derrière eux, un aidant chargeait un bidon. Personne ne les suivit. À la surface, les ruines fumaient sous la bruine. Minutes après, un coup de feu rompit l'air et retourna le silence. Suivant les ordres donnés, les corps furent incinérés dans le même lieu où, un jour avant, avait brûlé celui de son chef. Les flammes s'élevèrent quelques secondes et puis s'éteignirent sous la pluie. Personne ne parla. La fumée se mélangea avec la poussière du jardin dévasté. Dans le refuge, la rumeur se propagea avec rapidité. Personne ne pleura. Certains s'assirent en silence. D'autres suivirent avec leurs tâches. Bormann demeura enfermé, écrivant un dernier message. Les autres écoutaient le retentissement lointain des canons et le bourdonnement de l'air vicié. La mort de Goebbels marqua la clôture symbolique du Reich. Avec lui disparaissait le dernier croyant d'une foi construite sur le mensonge. Sa voix, qui avait rempli l'Europe, s'éteignait dans le même silence qu'elle avait engendré. Les survivants du bunker le comprirent sans parole. Déjà, il ne restait rien à annoncer. À la tombée de la nuit, une odeur persistante monta par les soupiraux. Personne ne monta vérifier l'origine. La fumée ascendait par le patio et se mélangeait avec la brume des bombardements. Dans l'intérieur, les générateurs continuaient allumés, mais les conversations s'étaient éteintes. Les documents, les consignes et la foi qui avaient soutenu le régime se réduisaient à cendres. Le silence final du bunker ne fut pas seulement celui des machines, fut l'effondrement d'une idée. La foi aveugle, le culte aux leaders et la rhétorique de l'obéissance moururent avec ceux qui les incarnèrent. Dans ces heures sombres s'éteignit le mythe qui avait promis éternité et seulement laissa ruine. L'écho de sa chute fut l'unique vérité qui survécut. L'effondrement final, sortir sans destin. Avec la mort du chef, l'ère du refuge changea. Déjà il ne restait pas ordre ni espérance, seulement une décision, sortir. Le plan d'échappatoire, l'unique tracé avec logique, se programma pour la nuit du 1er mai. Le but était de rompre le siège et atteindre les zones du nord-ouest encore sans occuper. Était un pari minimum, mais était tout ce qui restait. Le commandement resta dans les mains du général Wilhelm Mohnke, responsable du périmètre central. L'instruction fut claire, se diviser en groupes réduits, avancer avec rapidité et éviter affrontement.
La route prévue suivait les tunnels de l'ancien métro berlinois, depuis la zone de la Wilhelmstrasse jusqu'au district de Wedding, sous le fleuve Spree. Chaque groupe partirait avec intervalle de 20 minutes pour ne pas saturer les passages souterrains. À 20h45, Mohnke réunit ses officiels dans l'étage bas de la chancellerie. Il les informa que le commandement militaire avait cessé le feu et que l'ennemi dominait le centre. Il leur demanda de maintenir en secret la mort du leader jusqu'à 22h00 pour empêcher la panique. L'ordre du général Weidling établissait que la résistance cesserait à 23h00 et que, après, chaque unité devait s'ouvrir pas par son compte. S'organisèrent 10 groupes. Le premier, chapeauté par Mohnke, devait ouvrir pas vers la zone du Kaiserhof. Un autre resterait à charge de couvrir l'arrière-garde, alors qu'un troisième groupe incluait Martin Bormann à côté de plusieurs civils. Le reste se composait de soldats, gardes et personnel de service. La nuit était chargée de fumée et odeur de combustible. Dans le garage souterrain de la chancellerie, les ombres des uniformes se mouvaient en silence. Les torches à peine illuminaient visages épuisés, secrétaires, médecins et aidants mélangés sans distinction. Tous vêtissaient comme combattants, bien qu'aucun ne savait avec certitude s'ils réussiraient sortir avec vie. Mohnke donna le signal. Avec une barre de fer, ils renversèrent le mur muré qui donnait à la Wilhelmstrasse. Un après l'autre, ils ascendirent par l'ouverture entre poussière et fumée. Le ciel brûlait en reflets rougeâtres. Durant secondes, personne ne se mut, puis ils coururent vers l'entrée du métro. Aucun coup de feu ne les suivit. Berlin était trop détruite pour se surveiller elle-même. L'accès à la station était semi-enterré. Ils descendirent glissant entre blocs de pierre et décombres. Sur le quai dormaient civils qui portaient jour réfugiés là. Un homme demanda si les soviétiques déjà étaient arrivés. Mohnke ne répondit pas et seulement ordonna s'écarter. Le groupe avança par les voies, guidé par torches instables. L'obscurité était totale, et le son de l'eau se filtrant par les tunnels accompagnait chaque pas. À Stadtmitte, ils trouvèrent un hôpital improvisé dans des wagons abandonnés. Chirurgiens opéraient avec bougies et gaz. L'air sentait l'éther et le sang. Schenk salua et continua sans s'arrêter. Dans l'arrêt suivant, Franz-Siche-Strasse, ils comptèrent à peine 15 personnes. Le reste s'était perdu dans l'obscurité. Il n'y avait pas de temps d'attendre. Les explosions proches indiquaient que les soviétiques s'approchaient. À Friedrichstrasse, 2 employés du métro bloquaient le passage avec une porte d'acier, citant un règlement de 1923 qui prohibait ouvrir après le dernier train. L'absurde fut complet. Quelqu'un les réduisit et força la porte. Le groupe monta vers la surface. Depuis la station élevée, ils contemplèrent un panorama irréel. Reflets d'incendie sur le fleuve, fumée jaune, tanks avançant sans résistance. Ils décidèrent croiser plus au nord. Ils arrivèrent à un pont mineur coupé par fils de fer. Ils les coupèrent et passèrent un à un, reflétés dans l'eau de la Spree teintée de rouge. Sur l'autre rive, ils se cachèrent dans un atelier semi-dérubé. Depuis là, ils virent éclats de bataille et tanks qui se mouvaient entre les décombres. Personne ne tira. Le silence était déjà un acte de survie. Ils avancèrent vers Invalidenstrasse. Dans le trajet, ils trouvèrent civils cachés dans sous-sol, illuminés à peine par bougie. Personne ne savait avec certitude qui était ennemi et qui seulement tentait survivre. En passant à côté de Charité, déjà occupée par troupes soviétiques, ils virent des médecins tentant contenir le désordre alors que quelques soldats pillaient les fournitures. Mohnke décida contourner le complexe pour éviter le chaos. Dans ce moment, une explosion illumina le musée d'histoire naturelle et des fragments de pierre tombèrent à leur entour. La colonne se défaisait. Soldats isolés se sommaient, autres se perdaient. La guerre se réduisait à une marche par instinct. Près du quartier de Fusiliers, ils esquivèrent un tank soviétique immobile. Personne ne tira. À 3h30, une explosion tua l'un des généraux. Les survivants se réfugièrent dans un patio plein de décombres. Ils avaient marché 4 heures et avancé à peine quelques kilomètres. Ils se reposèrent à côté de Stettiner Bahnhof. Ils allumèrent un petit foyer avec poutres humides. Certains mangèrent pain dur, d'autres s'endormirent assis, vaincus par la fatigue. L'aube apporta silence. Les bombes s'étaient tues. À 7 heures du matin, Mohnke ordonna continuer. Dans le chemin s'unirent plus réfugiés et la colonne dépassa les 200 personnes. Ils avancèrent par Bernauerstrasse vers Wedding, où la destruction était moindre. Les voisins sortèrent des refuges et observaient sans intervenir. La peur avait remplacé l'idéologie.
À midi, ils arrivèrent au parc Humboldthain. Sous un ciel gris, le soleil de mai illuminait une scène déconcertante, tanks alignés à côté de la tour antiaérienne, drapeaux encore dressés et soldats épuisés feignant ordre. Le jeune général Erich Behrenfänger, récemment promu, dirigeait cette dernière formation. Peu savaient que le général Helmut Weidling déjà avait ordonné le cessez du feu. La nouvelle se propagea vite. Les armes devaient rester inutilisées. Les tanks furent ouverts, les fusils démontés et les grenades détonnées contre les murs. Seulement restait attendre. Cherchant refuge, les survivants se transférèrent à la brasserie Schultheiss-Patzenhofer, l'un des peu de bâtiments intacts. Là se réunirent les restes des groupes dispersés. Dans les sous-sols, les blessés étaient soignés sans matériel médical. Dans les étages supérieurs, certains buvaient en silence et autres éclataient à pleurer. L'épuisement était absolu. Mohnke comprenait que déjà n'existait pas décision militaire. À 15h00, il envoya un émissaire avec drapeau blanc pour contacter le commandement soviétique. Alors qu'il attendait, il réunit ses hommes. Il leur dit que le Führer était mort en combat et que la guerre s'était terminée. Il leur conseilla se changer de vêtements et se mélanger avec civils. Quelques femmes éclatèrent à pleurer, autres gardèrent silence. Le dernier acte du Reich se consumait sans gloire. Peu après, un petit groupe partit vers le nord-ouest avec aide d'un sergent qui connaissait les routes du métro. Entre eux allaient les secrétaires et une opératrice de radio à qui Mohnke confia un paquet avec diamants pour son épouse. Ils avancèrent par les tunnels, croisèrent la Havel dans une barque et atteignirent la forêt de Nauen à la tombée de la nuit. Là, ils furent capturés par une patrouille soviétique. Leur fuite termina avant de commencer. Ceux qui restèrent dans la brasserie se rendirent cet après-midi-là. Les moteurs russes s'approchèrent sans résistance. Quand les troupes entrèrent, personne ne tira. Quelques officiels furent portés à interrogatoire. Autres disparurent entre les colonnes de prisonniers qui marchèrent vers l'est. La nuit couvrit le nord de Berlin avec un calme étrange. Le dernier à sortir du bunker fut Johannes Henschel, le technicien qui avait maintenu en fonctionnement l'eau et l'électricité. Il demeura seul durant 2 jours, réparant pompes et moteurs pour les blessés qui encore restaient dans les sous-sols. Quand les Russes le trouvèrent, il était assis face aux turbines, avec l'uniforme taché de graisse. Il ne montra pas peur ni résistance. Il dit simplement que son travail n'était pas terminé. Ainsi conclut la fuite impossible du bunker. Aucun groupe n'atteignit l'ouest, aucun ne réussit échapper au siège. La dernière capitale du Reich se dissout dans la nuit de mai, entre ruines, fumée et silence. Ce qui avait commencé comme un empire termina comme une caravane perdue sous terre, marchant sans direction vers la fin de l'histoire. Le dernier secret du bunker. Quand les entrées du refuge restèrent fermées et le bruit des combats commença à s'éteindre, ce qui demeura ne fut pas une histoire héroïque, sinon un espace vide. Dans ce scénario sans activité commença une dispute distincte, centrée en décider quels faits devaient se conserver et quels devaient disparaître sans laisser registre. Les premières forces qui atteignirent la zone furent unités soviétiques. Entre décombres brûlés, ils trouvèrent restes humains, documents et appartenances dispersées, avec la possibilité de contrôler toute l'information. Les ordres envoyés depuis Moscou étaient précis et n'admettèrent pas exception. Rien ne devait se faire public. Les témoins furent séparés, leurs déclarations restèrent retenues et les objets récupérés furent transférés à dépôt sans identification. Ne devait pas rester clarté sur ce qui avait été trouvé sous la chancellerie. Bien que les responsables du NKVD connaissèrent les faits, fut Joseph Staline qui opta par générer confusion. Dans réunion avec commandement militaire, il suggéra que le dirigeant allemand pouvait avoir échappé, mentionnant destinations imprécises hors de l'Europe. Plus tard, il répéta cette version devant Winston Churchill et Harry S. Truman. La manœuvre ne cherchait pas à éclaircir ce qui était arrivé, sinon semer doute. Ainsi s'ouvrit un nouveau front, basé sur rumeurs, surveillance et désinformation, où les faits cessèrent d'importer tant comme leur utilité politique. Pendant ce temps, dans le secteur occidental, les services britanniques tentaient de reconstruire les événements avec informations limitées. L'officiel Hugh Trevor Roper du MI6 reçut la tâche de réunir preuves dans une Berlin dévastée. Il interviewa secrétaires, médecins et officiels détenus, recueillit notes dispersées et élabora le premier rapport ordonné sur les derniers jours du refuge. Ce travail, publié ensuite comme The Last Days of Hitler, contredisait la version soviétique et organisait les faits connus.
Depuis Moscou, la réponse fut le rejet absolu, insistant en ce que la vérité devait demeurer cachée. Les prisonniers capturés par l'armée rouge furent envoyés à Moscou. Dans la Lubyanka et autres centres, ils passèrent mois sous interrogatoire. Certains disparurent. Autres, comme Rathenhuber ou Günch, survécurent le temps suffisant pour déclarer années après. En 1946, ils furent portés de nouveau à Berlin pour une période brève, obligés à répéter leurs mouvements entre les ruines, sous lumières et caméras, pour une production officielle soviétique. Après avoir finalisé cette filmation, ils furent rendus à l'intérieur de Russie. Cette recréation éditée resta comme l'unique registre visuel de ceux qui avaient été là, sans qu'aucun pût expliquer librement ce qui s'était passé. Avec le passage des années, ceux qui partagèrent l'enfermement prirent route distincte. Certains portèrent vie réservée, autres restèrent marqués par la suspicion. Aucun récit ne coïncidait pleinement avec autre. Chaque témoignage offrait une version différente des mêmes faits. Certains justifièrent leur conduite comme partie de leur identité, alors que autres la décrivaient comme une erreur inévitable. Ces différences reflétaient une fracture morale que le pays ne réussissait pas fermer. Dans les décennies suivantes, journalistes et historiens tentèrent d'ordonner ces souvenirs fragmentés. Les investigations répétaient un patron constant. Les survivants continuaient liés à une histoire de laquelle ils ne pouvaient se détacher. Pour les uns, le bunker symbolisait loyauté totale. Pour autres, était l'évidence d'une tromperie prolongée. Chaque interview apportait des détails nouveaux et, au même temps, laissait plus vide. Entre ceux qui parlèrent avec plus grande clarté fut Albert Speer. Après sortir de Spandau, il accepta réviser les plans de Germania, la capitale monumentale projetée par le régime. Grandes avenues de pierre claire, un arc de triomphe de dimensions excessives et une coupole de cuivre si ample qu'elle aurait créé un climat propre dans son intérieur. Dans une admission tardive, il reconnut que ce projet n'aurait pas fonctionné. La chaleur humaine accumulée aurait provoqué condensation et pluie sur les multitudes. Dans cette observation, l'échelle du plan montrait sa limite. Speer comprenait cette image comme un reflet de son temps, une brume couvrant ruine où avant on avait projeté le domaine absolu. De tout le dessiné, il ne resta rien, sauf marque dans le terrain. Déjà dans la vieillesse, il comparait ses plans avec les arbres qu'il tenta sauver dans les derniers combats, fragiles mais encore en pied entre les restes. Autres optèrent par le silence. Les secrétaires Traudel Jung et Gerda Christian tardèrent années en déclarer. Quand elles le firent avec faute. Elles décrivirent le refuge non comme une forteresse, sinon comme un espace répétitif et chargé de crainte. Leurs récits éliminèrent tout épique de la fin et montrèrent une clôture vécue entre démarche, liste et routine. Durant décennies, les autorités soviétiques conservèrent les restes récupérés. En 1950, partie 2 fut transférée à Magdebourg et enterrée sous une installation du KGB. En 1970, par ordre de Andropov, ces restes furent exhumés, incinérés et jetés au fleuve Elbe pour éliminer toute trace. Ce qui avait représenté pouvoir termina réduit à cendres, sans tombe ni objet visible. En Allemagne orientale, le terrain de l'ancienne chancellerie fut nivelé et couvert par constructions communes. L'État socialiste ne cherchait pas à lever monument ni attirer visite. Dans l'Ouest, les archives britanniques maintinrent le rapport de Trevor Roper sous classification fermée. Dans aucun lieu, il n'y eut intérêt à en retourner au site où s'était conclue une étape décisive de l'histoire. Le silence se convertit en politique. Les vainqueurs cherchèrent stabilité et les défaits préférèrent l'oubli. De ce mode, la vérité resta suspendue entre les deux postures. Les générations suivantes crurent sans connaître le point exact du refuge ni le destin final de ceux qui furent là. Les versions sur une possible fuite continuèrent circulant comme rumeurs fonctionnelles durant demi-siècle. Au début des années 80, avec la guerre froide déjà assise, les services d'intelligence des deux blocs encore utilisaient le thème comme distraction. Dans médias occidentaux apparaissèrent supposés aperçus en Argentine ou Paraguay, alors que la presse soviétique parlait de conspiration impulsée par le capitalisme. La fausseté créée par convenance politique avait acquis vie propre. Seulement après l'ouverture d'archives dans la décennie de 1990 sortirent à la lumière documents internes du NKVD et les rapports forensiques de 1945. Les conclusions coïncidaient avec les Britanniques. Hitler et Eva Braun moururent dans le bunker et leurs restes furent brûlés de forme partielle et cachée.
La prolongation du doute ne se dut pas au manque de preuves, sinon à une décision consciente de maintenir silence. Pour alors, Berlin déjà était une autre ville. Dans la Wilhelmstrasse s'élevaient bâtiments modernes et zones vertes sans signalisation visible. À peine quelques plaques discrètes indiquaient que sous ce sol s'était défini le destin de l'Europe. Les passants marchaient sans savoir que, à peu de mètres, continuaient enterrées les fondations du refuge. Veif. Avec le passage du temps, le mystère perdit force, bien qu'il ne disparût pas. Historiens et écrivains continuèrent retournant à ces chambres de béton pour entendre pourquoi la fin d'un seul homme laissa une trace si prolongée. La réponse était simple. Le silence avait été utile pour tous. Avec le contrôle de témoins et documents, aussi restèrent zones et matériels qui jamais ne furent incorporés à un registre public complet. Durant les premières inspections soviétiques, on retira restes humains, objets personnels et éléments techniques, mais on n'élabora pas un inventaire accessible qui détaillât tout le trouvé. Partie de ce matériel fut transférée à des pots sans identification claire et ne retourna pas apparaître dans archives ouvertes avec le passage des années. Les rapports disponibles indiquent que non tout le complexe souterrain fut révisé de manière exhaustive en 1945. Quelques aires restèrent fermées après le scellage initial, laissant hors du registre public chambres, accès et objets qui jamais ne furent mentionnés dans communiqués postérieurs. En n'existant pas une constance que tout ce qui existait sous la chancellerie fut récupéré ou catalogué, le bunker termina converti en un archive incomplet. Cela fut le dernier secret du refuge. Non tout fut compté, et non tout fut montré. Le mythe termina en 1945, mais sa trace continua dans récits contradictoires. Il n'y eut pas de corps pleinement identifiable, ni tombe, ni document définitif. Seulement versions incomplètes, déclarations croisées, et une résistance persistante à fermer le thème. Les ruines du bunker restèrent comme reflets de l'histoire allemande, profondes, inaccessibles et couvertes par couches de temps. À la fin, ce qui demeura ne furent pas les édifices ni les noms, sinon un enseignement muet. Le collapse du régime ne porta pas explications immédiates ni une justice claire, sinon une prolongation de l'occultation. Sous les restes ne resta pas un corps, sinon aussi une partie de l'histoire qui jamais ne fut enregistrée par complet. Ainsi termina non seulement une guerre, mais aussi la possibilité de la compter sans réserve.